BDO. Le chiffre d'affaires, le résultat, c'est pas la mission ultime de l'entreprise. Donc moi je sais que j'ai des angles morts. Et dans les erreurs que j'ai faites, c'est souvent des angles morts. Alors soit que j'ai pas voulu voir, soit que je n'ai pas vu. J'avais vraiment besoin, et je crois toujours besoin, de me dire quelle est ma contribution. Est-ce que je sers à quelque chose ? Comment les entreprises réussissent leur transformation économique, leur transformation environnementale, tout en créant du social. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Olivier Brial, directeur général de Manutan, une entreprise familiale et leader européen dans la distribution multicanale d'équipements et de fournitures pour les entreprises et collectivités. Pierre-Olivier incarne une vision moderne du leadership axée sur la transformation durable et l'innovation au service des clients et des collaborateurs. Depuis son arrivée chez Manutan, il contribue à faire évoluer l'entreprise pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Cette ambition s'incarne dans la mission du groupe Entreprendre pour un monde meilleur. Avec une solide expérience dans le management et une capacité à inspirer ses équipes, Pierre-Olivier nous dévoilera les coulisses de son rôle, les défis qu'il relève au quotidien et sa vision pour l'avenir de Manutan. Préparez-vous à une conversation riche et inspirante avec un dirigeant passionné par le sens et la performance durable. Bonjour Pierre-Olivier et bienvenue sur Coulisses de CEO. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu peux nous parler un peu de le début de tes études à ton entrée dans le monde professionnel ? En sortant, donc moi j'ai fait l'EDEC et c'est vrai qu'en sortant de l'école, j'avais toujours eu cette vision que le conseil c'était le meilleur troisième cycle quasiment. J'avais été à l'époque Le Point faisait des encarts spéciaux pour des entreprises et il y avait eu un spécial Bossard Consultant, donc qui était à l'époque le cabinet français de management, d'organisation avec 800 consultants et j'avais été assez séduit par le cabinet, donc j'ai postulé. Et j'ai été pris et j'y suis resté 3 ans et c'est vraiment, j'ai appris des choses qui me servent encore aujourd'hui. Je trouve que j'ai appris des fondamentaux, comprendre une organisation, positionner des équipes, comment on prépare la prise de décision, la structuration d'un projet. Donc ça a été extrêmement riche. Tu étais dans un environnement, ton environnement familial, c'était des entrepreneurs, des gens dans le business ou pas du tout ? Enfin, comment tu t'es construit ? Pourquoi avoir fait l'EDEC, tu vois, typiquement ? Alors oui, moi mon père était directeur général d'une ETI. C'est pas très original. Donc ton amour pour les ETI a commencé assez tôt. Et en fait, alors je raconte toujours cet événement, mais qui est une blague, mais je pense que c'est assez vrai. Une fois, mon père, donc il était dirigeant d'une ETI dans le BTP, et une fois, il m'amène à son bureau. Je devais avoir 7 ans. Et je m'assois, et il me dit, est-ce que tu veux un coca ? Et alors là, il ouvre un frigidaire, et il y avait un coca qui était rigoureusement interdit à la maison. Et je me suis dit, bon sang, un métier où tu peux avoir un frigo dans ton bureau et tu peux avoir un coca, ça doit être pas mal. Et je pense que de façon subliminale, ça m'a orienté vers l'entreprise. Plus sérieusement, en fait, moi, j'ai grandi avec une vision extrêmement positive de l'entreprise et du travail. C'est-à-dire, j'ai vraiment d'une famille qui a toujours beaucoup travaillé, qui s'est émancipée par le travail. Et donc, voilà, le fait que le travail, c'est un endroit où on s'épanouit, on s'émancipe, on apprend plein de choses. Et puis, très positif de l'entreprise. Donc, c'était vraiment très naturel pour moi, après, d'aller dans une entreprise. Puis, par ailleurs, j'avais eu pas mal d'expériences un peu de management d'équipe, dans le sport, dans la musique. Et donc, je voyais que j'avais cette appétence quand même pour travailler avec des équipes et puis essayer de monter un projet ensemble. À quel moment tu te dis, ça y est, maintenant, j'ai appris ce que j'avais à apprendre et je vais aller voir comment ça se passe côté client ? Alors, le moment où je me sentais frustré de ne pas aller au bout de la mission, c'est-à-dire de rendre des conclusions et de ne pas mettre en œuvre. Et donc, avec parfois ce sentiment que le plus dur venait, et parce que ça allait, comment on amène les hommes et les femmes à transformer, et que j'arrêtais un peu à ce moment-là. Ou alors, même si c'était des missions d'accompagnement, de dire j'aimerais être plus dans la bataille, j'aimerais prendre les décisions. Donc ça, je l'ai senti et je me suis dit, c'est un métier vraiment merveilleux. Mais si je me projetais à 10 ans, je me suis dit, c'est pas complètement, ça va pas être complètement moi. Et donc à ce moment-là, c'était la vague Internet, 2001. Et j'ai eu 2000, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un dirigeant qui fondait une société qui s'appelait Ethnoca, qui était un Facebook avant l'heure. Alors c'est un garçon formidable, qui s'appelle Alexandre Pham, qui a vraiment bien réussi après en montant une belle entreprise d'intérim. Et voilà, il cherchait quelqu'un pour, à l'époque, s'occuper des partenariats. Donc, je me suis dit, c'était la vague Internet, c'était très opérationnel. Et donc, je les ai rejoints. Comment se passe
en gros, le reste de ta carrière, entre effectivement ta sortie du conseil jusqu'à l'arrivée dans Manutan. Donc il y a 18 mois, à peu près 18 mois donc, dans Ethnoca. La très opérationnelle, comprendre Internet qui était complètement nouveau. Et donc ça, c'est vraiment de l'apprentissage aussi. Et en plus, comme je m'occupais de recruter des entreprises, c'était un site communautaire pour étudiants. Donc le business model, c'était que les étudiants créent une communauté, un peu comme Facebook, et que les entreprises viennent pour toucher les étudiants. Moi, j'étais sur la partie commerciale, donc du coup, là, si tu veux, je suis retombé à prendre mon téléphone et à faire de la prospection dans le dur. Donc c'était très complémentaire. Après, la société, comme à ce moment-là, vivre par Internet, c'était un peu nouveau. On l'a transformé progressivement plus en une agence de communication. Et donc, la société a été absorbée par un groupe de communication. Et là, pour le coup, moi, je savais que je ne voulais pas rester dans la communication. Et ce que j'avais identifié, notamment chez Bossard, c'est que j'aimais bien les métiers très tournés clients, mais avec un peu d'opération derrière. Et donc, je me suis dit, la distribution, ça me correspond assez bien. Là-dessus, je suis chassé pour rentrer dans une société dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Manutan. Mais alors, qui cochait beaucoup de cases. 1, parce que c'était de la distribution. 2, parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour accompagner le lancement des sites Internet. 3, c'était international. Et 4, alors ça aussi, j'ai toujours eu cette intuition qu'une ETI, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais une boîte d'une certaine taille qui avait des moyens, tout en étant un endroit où on pouvait faire la différence, me correspondait parfaitement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais si tu veux, je savais que les grands groupes, avec tout ce que ça apporte de bien, mais à un moment donné, ça ne serait pas pour moi. Et donc Manutan cochait les cases, et donc je suis rentré avec enthousiasme. Tu connaissais déjà la famille, les fondateurs, enfin tu y allais pour ça, ou c'est finalement une fois que tu as été dedans que l'histoire s'est construite? Non, au début je ne connaissais pas, et en fait la chance que j'ai eue, c'est que quand je suis rentré chez Manutan, l'entreprise était une fédération d'entreprises, c'est-à-dire même pas un groupe, avec un modèle d'entreprise soit qui avait été acquise, soit créée, mais très 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 autonome, et une toute petite holding d'une dizaine de personnes. Et donc l'entreprise a été créée par un père et un fils, donc André et Jean-Pierre Guichard. Moi, comme elle a été créée en 66, André Guichard n'était plus du tout opérationnel. Par contre, Jean-Pierre était aux commandes. Et Jean-Pierre a décidé à ce moment-là qu'Internet serait le premier projet groupe. Et donc, j'ai eu la chance de travailler assez vite avec lui. Et l'autre chance que j'ai eue, c'est que Jean-Pierre a 2 fils qui ont à peu près mon âge, dont un qui est resté dans l'entreprise, Xavier, qui est le président exécutif de Manutan, et donc avec qui je travaille et dirige l'entreprise. Et donc, j'ai vraiment eu, si tu veux, à la fois la chance d'être très visible tout de suite par la famille, et en plus d'avoir le même âge que l'autre génération. Alors ça, je me dis toujours, là où on tombe, il y a toujours un peu de hasard. Mais ça a été vraiment exceptionnel d'être une toute petite équipe au service d'un groupe. Il y avait presque un côté start-up qui était vraiment bien. Et donc tu savais à ce moment-là que tu étais plus adapté à titre personnel à ce type de structure qu'à un grand groupe. Tu t'es jamais dit, je vais aller voir, je vais aller tester Non, si tu veux, quand Ethnoca quand l'aventure s'est finie, j'ai eu plusieurs types d'entretiens. Mais je pense que j'ai besoin d'un environnement avec un circuit de décision court. Ça, c'est le premier point. 2, je voulais un environnement où je maîtrisais un tout petit peu mon destin, c'est-à-dire où j'allais pouvoir contribuer à la décision. Et j'avais fait un stage dans un grand groupe en 3e année d'EDEC, et j'avais vu toutes ces couches de décision. Et le fait qu'entre ce que j'avais proposé et la décision, c'était passé par beaucoup de filtres. Et donc, si tu veux, moi, j'avais vraiment besoin, et je crois toujours besoin, de me dire quelle est ma contribution. Est-ce que je sers à quelque chose ? Est-ce que j'ai de l'impact ? Voilà, est-ce que je sers à quelque chose ? À quoi je sers ? Est-ce que je contribue à quelque chose ? Et chez Manutan, j'ai vraiment eu tout de suite le sentiment que je pouvais faire quelque chose, que j'allais contribuer et que j'allais pouvoir voir le résultat de ce que je faisais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Manutan et un peu nous dresser le profil de l'entreprise ? Alors, peut-être un tout petit peu d'histoire. Manutan créé en 1966, André et Jean-Pierre Guichard, sur une idée que aucune entreprise ne vendait du matériel de manutention en France par catalogue. Donc André Guichard dirigeait la filiale française d'un groupe américain qui vendait du matériel de manutention. Il voit aux États-Unis qu'en Allemagne, des entreprises vendent par catalogue du matériel de manutention. Il se dit ça n'existe pas en France, on crée Manutan. Et avec une vraie aventure entrepreneuriale parce qu'il hypothèque son appartement. Et Jean-Pierre, son fils, m'a toujours dit, il a dit, tu veux faire quoi dans la vie ? Il dit, je sais pas, mais je veux pas de patron. Il a dit, bien, on lance cette entreprise. Alors, il y avait 2 nouveautés à l'époque. Un, c'est d'afficher les prix. En fait, ça n'existait pas en B2B. Tu n'affichais pas les prix parce que c'était de la vente au gré à gré. Et 2, c'est on te livrait directement dans l'entrepôt. Donc, c'était assez innovant. Et Manutan, donc dès le départ, s'est lancé sur ce modèle de vente par catalogue.
Et l'entreprise a eu une vision assez rapide qu'il fallait devenir européen. Alors, tu vois, en 73, donc il faut imaginer une PME française qui a 9 ans, qui part donc en Angleterre. Donc très rapidement, cette idée de dire on va monter un modèle européen. Et puis une entreprise qui progressivement élargit ses gammes, parce que donc Jean-Pierre m'a toujours dit 3-4 premières années difficiles. Et puis le modèle prend de plus en plus de commandes. Et donc cette envie chaque fois de dire bon, maintenant on vend ce type de produit, on va en créer des nouveaux. Et donc avec la problématique chaque fois de dire ok, mais comment je vends ce produit par catalogue ? Comment je vends des convoyeurs par catalogue ? Donc c'est une entreprise qui a aussi beaucoup contribué à normer la façon dont on décrit les produits en B2B, parce que il fallait les décrire et c'était pas un vendeur qui venait d'expliquer. Pour aller rapidement, il y a une étape très importante en 95 où l'entreprise rachète l'équivalent de son chiffre d'affaires en Hollande, société qui s'appelait à l'époque Overtoom. Et là, le groupe prend vraiment une stature européenne parce que la France ne représente plus la majeure partie du chiffre d'affaires. Élargissement des gammes, l'époque Internet, donc début 2000, là aussi une nouvelle aventure pour Manutan. Et puis, dans les années 2010, on prend un pied dans la collectivité. Donc en rachetant Camif Collectivité, qu'on appelle maintenant Manutan Collectivité. Donc ça donne quoi aujourd'hui ? En gros, c'est un groupe qui fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2500 collaborateurs, une cible client, principalement les entreprises et les collectivités, et avec moi ce que j'appelle une valeur ajoutée, une triple valeur ajoutée, une valeur ajoutée incrémentale. Donc il faut imaginer que la base de notre métier, c'est une plateforme Internet, des centaines de milliers de produits, pour équiper tes bureaux, tes entrepôts, les salles de classe, à peu près tout ce qui est possible et inimaginable, et des clients donc, qui viennent par l'e-commerce acheter ces produits. Donc là, on est vraiment dans de l'e-commerce pur, et n'importe qui aujourd'hui peut créer son compte et commander dans les 10 minutes. Et tu fabriques pas, par contre ? On fabrique pas. Alors aujourd'hui, on a un distributeur, alors on fait 25% de notre chiffre avec notre propre marque, mais c'est de la distribution. Donc là, on a 15 entrepôts en Europe, je viens en ligne, j'achète un produit, je suis livré. Le deuxième élément qui est assez aujourd'hui discriminant pour nous, c'est que tu peux être accompagné dans des projets. Donc beaucoup de nos clients viennent en ligne, découvrent des produits et ensuite demandent des devis et demandent des choses beaucoup plus complexes. Je veux être livré à tel moment, je veux monter une salle de réunion, je veux équiper, je veux regrouper des produits, etc. Donc on a ensuite cette proposition de valeur de pouvoir en ligne passer sur du conseil très fort, ce qu'on appelle un modèle d'alliance. Et après, en haut de la pyramide, on aide les entreprises à prendre le contrôle de leurs achats de classe C. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, souvent, elle a déjà réussi à standardiser et à rationaliser les achats très récurrents. En fourniture de bureau, consommable informatique, tu sais comment tu commandes, etc. Dans une entreprise, tu as 5% de tes montants des achats qui, en fait, te génèrent 75% de ton nombre de fournisseurs et de factures. Ça s'appelle la classe C. C'est tout ce qu'on va appeler ad hoc. C'est les achats courants, c'est des achats imprédictibles. Tu vois, nous, 2 tiers de ce qu'on vend, le client ne sait pas une semaine avant qu'il va en avoir besoin. Il neige, il me faut du sel, j'invite quelqu'un à un podcast, il me manque 2 chaises. Enfin, donc, on est vraiment dans un métier d'urgence. Et ce qu'on aide les entreprises à faire, et les collectivités, c'est à prendre le contrôle de tous ces milliers de fournisseurs. En leur donnant une offre très très large, qu'on est les seuls à avoir. Donc, on peut remplacer des milliers de fournisseurs. 2, en se connectant à leurs propres outils procurement. Et 3, ensuite, en les accompagnant dans leur politique d'achat. C'est-à-dire, par exemple, si je suis une entreprise et que je souhaite verdir mes achats, on va signer donc avec l'acheteur central, et ensuite, quand les utilisateurs vont venir, comme on les reconnaît, on va leur pousser les produits que la direction des achats a suivi. Donc du coup, c'est à la fois de la rationalisation, c'est de la digitalisation, et c'est de la transformation environnementale. Et ça, c'est vraiment le haut de notre proposition de valeur. Mais le modèle s'appuie toujours sur une offre produit très large, des outils digitaux, beaucoup de conseils et de services clients, et puis une quinzaine d'entrepôts partout en Europe. Je le disais en introduction, vous êtes doté d'une mission entreprendre pour un monde meilleur. Pourquoi avoir fait ce choix et quelle est ta conviction là-dessus ? En fait, je crois que dès le début de l'aventure Manutan, il y a eu cette vision des fondateurs que l'entreprise n'était pas un îlot isolé, mais faisant partie d'un environnement, d'un écosystème. Et donc, c'est toujours une entreprise où on a fait très attention aux collaborateurs, faire en sorte qu'on soit bien au travail, qu'on produise de la qualité, etc. C'est sûr qu'en se développant et avec les moyens qui ont commencé à être plus importants, quand nous, on s'est posé la question de la mission, je pense qu'on l'a simplement formalisé, on l'a simplement structuré, dans cette conviction, que l'entreprise, la performance de l'entreprise doit profiter à tous.
Ça, je pense que c'est très, très ancré chez nous. C'est-à-dire, on ne voit pas d'opposition aujourd'hui entre l'actionnaire, les collaborateurs, les clients, les collaborateurs. On pense même que la vraie performance, la définition de la performance, c'est une performance qui doit contribuer à ce que toutes les parties prenantes de l'entreprise, ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires, progressent avec Manutan. Et l'idée de se dire, si nous, quand on travaille avec Manutan, ça peut être un peu mieux qu'avant, on va dire, on aura bien fait notre travail. Donc c'était important à la fois de poser cette vision, d'entreprendre pour un monde meilleur, mais surtout de la mesurer. Donc c'est pour ça que c'est une entreprise qu'on pilote avec 6 indicateurs, qui sont donc traditionnellement le chiffre d'affaires, le résultat. Ensuite, ce qu'on appelle le With Love Customer, satisfaction client. Et d'ailleurs, les 2500 collaborateurs du groupe ont une partie de leur rémunération sur la satisfaction client. Le With Love employé, donc on mesure via l'ANPED Great Place to Work chaque année dans tous les sites. Le With Love fournisseur et ce qu'on a appelé le With Love Planet. Et ces 6 éléments-là, pour nous, s'ils progressent ensemble, on est performant. S'il y en a 3 qui progressent, 3 qui régressent, on est moyennement performant. On est moins performant. Voilà. Ouais. Ça existait dans l'entreprise ? Ça n'existait pas comme ça. C'est-à-dire que quand on l'a retravaillé avec Xavier, ça n'existait pas en tant que tel, c'était pas matérialisé comme ça. Mais je pense que quand on s'est dit finalement pourquoi on est là, c'était au moment aussi où Jean-Pierre partait à la retraite. On s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de faire de l'entreprise et quelles sont nos motivations intrinsèques, qu'est-ce qui nous motive au quotidien. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était ça. Moi, je pense que c'est pour ça que je suis resté chez Manutan. J'ai senti dès le départ qu'on contribuait à quelque chose qui était un peu plus grand que Manutan. Donc on l'a formalisé, on l'a mesuré, on l'a déployé à l'échelle de ce qu'est Manutan aujourd'hui, mais dans la continuité vraiment d'une ADN fondatrice. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Comment est-ce que tu arrives à faire évoluer l'organisation pour faire accepter et que réellement ça devienne concret ? Alors d'abord, je pense que c'est de remettre le cash, les résultats, le chiffre d'affaires à sa bonne place. C'est-à-dire d'expliquer que nous, on dit c'est comme l'air qu'on respire. C'est-à-dire que si on n'a pas d'air, on meurt. Mais si je te demande ta mission dans la vie, c'est pas de respirer. Donc on dit le chiffre d'affaires, le résultat, c'est pas la mission ultime de l'entreprise. Par contre, c'est vraiment ce qui fait qu'elle peut se déployer, qu'elle peut se développer. C'est important, mais ça peut pas être le tout d'une entreprise. Deuxième, c'est une conséquence. Si mes clients sont contents, alors j'aurai du chiffre d'affaires. Et donc la satisfaction client, elle est tout aussi importante parce que c'est elle qui génère du chiffre d'affaires. Et de la même façon que si j'ai des collaborateurs qui vont bien, au-delà du fait que ça fait partie de ma mission, mes collaborateurs vont mieux s'occuper de mes clients. Et donc, c'est aussi d'expliquer que le chiffre d'affaires, il faut avoir un petit lâcher-prise en se disant finalement, c'est une conséquence. Et donc, ça ne peut pas être le seul juge de paix de la réussite de l'entreprise. Ensuite, c'est avant de les mettre dans les rémunérations, de les faire vivre. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'on a appelé le With Love Client, pourquoi il y a 12 ans, on a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'on trouvait que l'entreprise n'était pas assez préoccupée du client. Le client n'était pas assez au cœur de l'entreprise. Qu'on perdait parfois un peu le sens de ce qu'on faisait et que au final, on fait quand même ça pour qu'un client nous fasse confiance. Et donc, il fallait remettre le client et on a d'abord, donc on s'est appuyé sur le NPS, le Net Promoter Score, qui est très connu aujourd'hui. On l'a fait tourner, on va dire, 2 ans avant de le mettre dans les rémunérations. Et ça, on l'a fait pour chacun des indicateurs. Après, ce qu'on a fait, et qui pour moi, de toute ma carrière à ce jour, est comme on dit en finance, le plus gros ROI, c'est que tous les mois, on réunit toute l'entreprise. Et on parle de ces indicateurs. Donc le With Love client est présenté tous les mois, chiffre d'affaires est présenté tous les mois, résultat est présenté tous les mois. Le With Love employé se fait une fois par an, mais on l'a présenté la semaine dernière. Donc on réunit tous les sites. Alors nous, l'ADG, on fait le siège, site principal, mais chaque dirigeant réunit tous les sites. Et ça a complètement transformé l'entreprise. D'une part parce que ça a permis une régularité des résultats. 2, parce que ça a permis une transparence. 3, parce que au départ, tu sais comme moi, tu as des sceptiques, etc. Donc ça crée cet effet d'entraînement. Et alors, tu as un autre facteur qui est que tu renverses un peu la responsabilité, parce que souvent dans une entreprise, les collaborateurs, on n'est pas au courant, on n'a pas compris. On dit en fait, si tu ne viens pas, et d'autre part, tu peux poser aussi des questions. Donc c'est un endroit, c'est un espace où tu peux t'approprier l'entreprise. Et ça a beaucoup transformé. Et la régularité de ces 6 indicateurs tous les mois, après dans toutes les plénières qu'on fait, ensuite on réunit tous les mois aussi, alors là en Teams, les 150, on va dire, principaux managers. Et c'est structuré autour de ça. En chiffre d'affaires, résultat,
un partage sur le With Love client, un partage sur With Love fournisseur, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on met dans toutes nos communications, qu'on rappelle dans tout ce qu'on fait. On revient toujours à ce sens-là. Et donc, après, au départ, on a mis client pour tout le monde. Le With Love employé, alors ce serait très pervers de le mettre à tous les managers. Ça, c'est le comité de direction. L'empreinte carbone, pour l'instant, c'est aussi le comité de direction. Oui, effectivement, mettre dans la rémunération des employés un critère sur leur propre satisfaction. Ouais. Voilà, mais on voit le biais que ça pourrait... Tu vois, la transition transition environnementale, c'est probablement quelque chose qu'on va décliner maintenant de plus en plus dans toute l'entreprise. Tu as eu des pushbacks de tes patrons de site ou, sur... Alors, d'abord, moi, je suis assez convaincu que soit on arrive à mettre ces sujets de RSE dans le modèle économique, soit c'est très compliqué, parce que si ça vit à côté... donc nous, aujourd'hui, le cœur de notre mission, c'est quand même d'aider nos clients dans leurs achats à être de plus en plus responsables. C'est-à-dire que, par exemple, on a lancé une offre d'économie circulaire, parce qu'aujourd'hui, la plus grosse empreinte carbone d'un produit, c'est sa fabrication, donc d'acheter du reconditionné. On a créé un Product Impact Score qui note les produits de 1 à 5. Et en fait, si tu veux, en faisant ça, à la fois on se décarbone et on aide nos clients à se décarboner. Donc moi, avec Xavier et toute l'équipe, on a toujours cette obsession de se dire il faut une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire que si, effectivement, mon modèle économique est différent de mon plan RSE, d'abord, l'économie gagne toujours, parce qu'à un moment donné, il faut vivre. Et deuxièmement, je pense que tu crées parfois une dissonance. Donc je pense qu'il faut se dire, OK, si je suis réellement engagé dans ma neutralité carbone, si je suis engagé dans ces actions sociales, qu'est-ce que ça change dans mon modèle économique et qu'est-ce que je peux apporter à mes clients au travers de ça? Je suis assez convaincu que si tu arrives à faire ça, tu crées une cohérence et donc tu as une énergie liée au business. Aujourd'hui, chacun va rentrer différemment dans ces sujets. Donc, tu vas avoir un patron qui est un patron très business et quand il a fait 3 rendez-vous avec un client qui lui dit « Mais ouais, vous êtes les seuls à me parler de ça. Et oui, moi, j'ai besoin de réduire mon empreinte carbone. » Et ça me plaît énormément le fait que quand mes clients quand mes utilisateurs internes vont chercher des produits, ils vont tomber sur les produits plus vertueux. Il sort en disant c'est un discours que personne ne tient. Lui, il rentre par ça. Tu as quelqu'un qui va rentrer en disant mais moi, je suis atterré aujourd'hui par l'état de la planète, je veux qu'on aille plus vite. Et il dit mais c'est très bien que Manutan, et on a raison d'aller vers ça. Donc chacun y rentre comme il veut, mais à partir du moment où c'est complètement intégré dans le modèle, moi je trouve ça très très puissant. Après, tu vois, par exemple, un client va nous dire je veux verdir, je veux réussir ma neutralité carbone, mais j'ai des soucis économiques. Tu vois, la question, par exemple, nous, on travaille la marque Manutan. Parce que la marque Manutan, c'est une marque qui, de plus en plus, est économiquement intéressante, mais avec un super Product Impact Score. Et donc, ça veut dire qu'il faut... Parfois, c'est simple, parfois, c'est compliqué, donc dépasser les paradoxes. Et c'est pour ça que je suis assez convaincu qu'une seule personne ne peut pas trouver cette équation. Et qu'il y a collectif qui peut le trouver. Et donc le collectif, c'est comment on va regarder l'offre Manutan. Il y en a qui vont la regarder par le prisme du prix, l'autre qui va le regarder par l'angle de l'usage, et puis un autre qui va le regarder par l'angle de la trace économique, des traces environnementales. Et tu te mets ensemble. Et ensemble, tu essayes de trouver des solutions pour dépasser les paradoxes. Moi, je dis toujours, toutes les choses simples, on les a faites. Donc de toute façon, si c'est compliqué, donc c'est normal que ce soit compliqué. Mais comme c'est au cœur du modèle, tout le monde se dit, on doit trouver une solution. Donc ça, vraiment pour moi, c'est fondamental. Il se trouve qu'on a la chance de pouvoir le faire parce que réellement, en se décarbonant, on décarbone nos clients. En achetant mieux, nos clients achètent mieux. Donc on a créé cette relation, cette symbiose, si tu veux, entre les deux, et ce qui donne beaucoup de puissance au modèle. Alors, tu as parlé de l'économie circulaire et vous avez fait quelque chose de, je crois, assez innovant globalement, donc de racheter une start-up pour accélérer là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ça et en quoi est-ce que ce move était stratégique finalement pour Manutan? Déjà, en termes de, si on part de la mission, comme nous, on a une mission de réussir notre transition environnementale, le fait d'aller et d'accélérer ça était dans la mission. Si on parle de la stratégie, nous, en tant qu'entrepreneurs, d'entreprise de distribution, le scope 3, c'est-à-dire les produits qu'on vend, c'est 90% de notre impact carbone. C'est-à-dire qu'on peut tout tourner en électrique, on peut... Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Nous, pour qu'on change aujourd'hui notre impact sur la planète, il faut qu'effectivement, on arrive à acheter des produits de plus en plus vertueux. Donc, c'est pour ça qu'on travaille autour de ces Product Impact Score, qu'on a basé sur une méthodologie européenne, mais on reste encore dans des produits neufs. Et de toute façon, il y a besoin de produits neufs. Donc, l'idée, c'était de se dire, il faut aussi en parallèle qu'on se lance dans le reconditionnement.
Nous, on est dans une industrie, si je prends par exemple le mobilier de bureau, aujourd'hui, tu as 7% du mobilier de bureau qui est remis sur le marché, reconditionné, 93% qui part en recyclage. Les experts pensent qu'on peut monter à 60%. Donc aujourd'hui, tu as un énorme gâchis de matière, tout simplement parce que y a pas d'acteur industriel qui permet d'avoir des grandes quantités de récupération, de les reconditionner et de proposer à des clients, vous avez besoin de 50, 100, 200 bureaux, je sais le faire. Et donc ça, on l'a identifié, mais on ne savait pas trop comment y aller. Et on a rencontré donc les gens de ZAC. Et il y a plein de choses qui nous ont plu. Alors d'abord, c'est qu'ils étaient complètement animés par cette volonté d'aller là-dedans. C'est-à-dire qu'on a senti que ce n'était pas une start-up, c'était notamment Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, qui est maintenant notre directeur circulaire, qu'il avait construit une vision, qu'il avait construit un écosystème. 2, ils avaient une solution technologique qui nous intéressait, et notamment la capacité de mesurer l'économie carbone que tu fais en achetant un produit. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne un certificat au client, on lui dit, en ayant acheté cette table là sur laquelle on parle, vous avez économisé un Paris-Nice. Donc, c'était aussi pouvoir valoriser ça. 3, un esprit très entrepreneurial, mais on a assez rapidement senti qu'ils arriveraient à s'intégrer dans un groupe parce que ils avaient cette conviction qu'il fallait plus de moyens. Ils voulaient aller à une échelle industrielle et qu'ils arriveraient mieux avec Manutan. Et donc, c'est vrai que, comme on dit, la mayonnaise a bien pris. Et finalement, 18 mois après leur acquisition, on a lancé notre hub circulaire. Et on est vraiment très heureux d'avoir pu travailler avec eux sur ce sujet-là. On est allé beaucoup, beaucoup plus vite. Et surtout, ils nous ont expliqué plein de trucs. Moi, au début, je ne savais même pas la différence entre un produit recyclé, reconditionné d'occasion. Donc, ils nous ont fait un travail pédagogique. En un mois, on a gagné 2 ans de compréhension. Tu avais conscience que c'était l'étape stratégique pour l'avenir de Manutan? Je pense que quand on a travaillé ces sujets-là avec Xavier, il y a d'un côté, tu as quand même un phénomène dans le B2C, les Vinted, donc tu vois quand même une vague. On sait qu'il y a quand même une porosité dans les comportements B2C, B2B. Deuxièmement, quand on a compris l'impact carbone, on a bien vu que ce sujet-là était quand même majeur. Troisièmement, la loi AGEC qui impose aux collectivités de passer en circulaire. Alors même si c'est très compliqué, elles en sont très loin, mais on sentait ces signaux de marché. Et quand même la conviction aussi que de toute façon, on allait devoir limiter l'usage des ressources et que ça se ferait amener par la loi aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que s'il n'y a pas un peu coercitif. Donc tu as un mélange de mission, de stratégie, d'écoute du client qui nous fait dire c'est intéressant d'aller là-dedans. Toi, tu disais qu'ils avaient compris qu'ils avaient besoin d'accélérer. Mais tu as des tips ou un peu un retour d'expérience sur la manière d'intégrer finalement ce type de start-up innovante dans une structure plus grande? En fait, il y a des éléments qu'on a appris de nos acquisitions précédentes. Certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné. Et on a essayé de comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et moi, j'avais rencontré un entrepreneur exceptionnel qui s'appelle Stéphane Carville, qui est le patron d'Asmodée. Asmodée, c'est le leader mondial des jeux et qui a construit... vraiment une entreprise par acquisition et en achetant donc des sociétés qui éditent des jeux. Donc autant te dire que certaines sont super expertes et très dépendantes des fondateurs, des créateurs de jeux. Et avec un modèle économique extrêmement bien pensé. Et je lui avais demandé, mais comment tu fais? Parce que j'ai l'impression que tu as un track record d'acquisition. Et nous, on trouvait qu'il y en avait qui ne fonctionnaient pas. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est il faut que tu précises très en amont le projet du dirigeant. La première année doit être écrite, c'est-à-dire semaine 1, semaine 2, semaine 3, avant le deal. Quand tu sens le dirigeant, si tu le sens hésitant, tu lui dis écoute, on fait un deal pour 1 an. Donc tu précises très en amont et tu adaptes le contrat que tu vas lui proposer, les chances que tu vas lui proposer à la compréhension que tu as de son projet. Et ça, on l'a mis en œuvre. Et ensuite, quelque chose que nous, on ne faisait pas bien, qui était d'avoir une petite équipe dédiée à ce post-intégration. Et ça, on ne le faisait pas très bien, parce qu'il y a des moments où on voulait tellement faire le deal, où on avait un peu de pudeur, presque, si tu veux, à se dire, on verra le dirigeant, etc. Et donc, ça, on a vraiment arrêté de faire ça, et donc on essaye de faire expliciter le projet. Et il y a des acquisitions aujourd'hui qu'on n'a pas fait, parce qu'on n'a pas senti le projet du dirigeant. Et c'est vrai que... et pour le sentir, il n'y a rien de mieux après que d'écrire voilà ce qui va arriver en semaine 1, semaine 2. Parce que nous, on avait un phénomène, parfois, les équipes, les boîtes qu'on achetait, projetaient ce que là allait leur apporter Manutan, mais bien au-delà de ce qu'on était capable de leur apporter tout de suite.
Ou à l'inverse, ils pensaient que rien n'allait changer, voire certains, comme ce sont des entrepreneurs, ils ont créé leur boîte pour pas avoir de patron et sous-estiment complètement en fait, le fait de demain d'avoir un patron. Et donc c'est vrai que typiquement avec Zach, quand on a acheté Zach, on a d'abord écrit les 18 premiers mois en disant le mois 1 il va se passer ça, le mois 2 il va se passer ça, etc. Est-ce que ça vous va? Et donc dans les discussions qu'on a eues... les choses étaient déjà claires. Voilà. Et puis tu vois si c'est clair, pas clair. Deuxièmement, on les a fait beaucoup parler de leurs projets perso, où est-ce qu'ils voulaient aller, etc. Et on a eu cette certitude que de toute façon, il y aura un bout de chemin qu'on pouvait faire ensemble. Et puis on a mis en place une petite équipe qui avait vraiment été dédiée exclusivement à cette intégration, très pragmatique, mais qui a exécuté le plan. Après, sur Zach, on avait aussi l'intime conviction que ça allait créer beaucoup d'énergie chez Manutan. Et pour te dire, c'est la plus petite acquisition qu'on ait fait en chiffre d'affaires, mais celle qui a généré le plus d'enthousiasme dans l'entreprise. Donc on savait qu'il y avait une telle cohérence avec le projet qu'il n'y aurait pas de rejet interne. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est que tout se joue avant. Et après, ce que m'avait dit Stéphane Carville, c'est par exemple, si tu dis au patron, écoute, il y a une chance que ça ne fonctionne pas parce que je ne sais pas si vraiment tu vas te plaire, donnons-nous un an. Ou je te fais un contrat de 18 mois. Et on refait un point dans 6 mois. Et on est d'accord pour dire que si dans 6 mois, ça ne se passe pas bien, on fait rentrer quelqu'un. Et... Alors, c'est vrai que c'est un peu un lâcher-prise parce que tu peux perdre les deals en faisant ça. Et donc, il faut l'accepter. Et nous, il y en a 2 qu'on n'a pas fait. Mais au final, tu te dis, de toute façon, ça serait mal passé après. Peut-être mieux perdre le deal plutôt que de le faire et que ça se passe mal. Tu étais ambitieux quand tu es arrivé? Enfin, tu te qualifierais d'ambitieux? C'était une volonté pour toi de prendre le lead à un moment donné? Ouais, je pense que j'ai toujours eu envie, au final, d'être à la direction d'une entreprise. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense que... moi, j'aime bien créer des choses et avoir les moyens de mettre en pratique ce que j'ai envie de faire. 2, parce que je pense que j'adore aujourd'hui être avec des équipes et piloter des équipes. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît énormément et de créer un collectif et de travailler ensemble sur un collectif. 3, parce que je pense que j'aime bien les responsabilités et j'ai besoin d'avoir dans ma vie, de sentir que j'ai une utilité et que j'ai des responsabilités pour mettre en place ces utilités. Bon, après, je pense que dans le métier de dirigeant lui-même, il y avait la diversité, il y a tout ce que ça apporte que j'aime beaucoup. Mais fondamentalement, j'ai toujours su qu'en tout cas, je voulais faire un métier où j'allais animer des équipes. Et qu'est-ce qui a été clé et quelles compétences ils sont allés chercher chez toi et qui t'a permis vraiment d'atteindre ton ambition? Pas forcément facile. Non, mais alors donc déjà, moi, je co-dirige, parce que Xavier, la famille est actionnaire et Xavier est président exécutif, donc on travaille ensemble. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment la rencontre de caractères qui s'entendent bien et qui fonctionnent. Ça aurait pu ne pas fonctionner, il se trouve que ça fonctionne parce qu'on est très unis dans le projet. On partage beaucoup de valeurs communes, mais on est très différents. Et donc, on a chacun notre espace complémentaire. Donc ça, c'est très important parce que je pense que ni lui ni moi vont se sentir enfermés. Donc, et puis, c'est vrai qu'on a ce côté où quand on travaille tous les deux, nos cerveaux s'additionnent. Je ne sais pas pourquoi, mais on travaille très vite alors qu'on est assez différents. Mais ça fonctionne bien. Alors après, ce que je pense, ce qui a fait je pense qu'ils ont senti une adéquation entre nos valeurs et les miennes, entre leurs valeurs et les miennes. C'est-à-dire... ce que je disais au début, le fait que l'entreprise doit être un lieu de performance complète, le fait que on vient dans une entreprise, c'est pas un endroit de faux semblants, de politique, il faut être assez simple et qu'on y vient avec ce qu'on est. Moi, je pense que ça a toujours été ça, Manutan. Bon, le deuxième, j'ai apporté des compétences venant du conseil de structuration, une certaine connaissance d'Internet. Et puis, je crois aussi, si tu veux, qui est relié pour moi à la qualité du dirigeant, c'est cette capacité d'apprendre. C'est-à-dire que je suis assez convaincu qu'on vient dans une entreprise avec des qualités. Certaines de ces qualités correspondent globalement à ce que les entreprises recherchent au début, capacité à faire, capacité à entraîner, etc. Mais qu'à un moment donné, ces qualités sont limitées et te limitent. C'est-à-dire qu'en fait, tu te confrontes à des nouvelles situations où il ne faut juste pas décider mais laisser faire, où il ne faut surtout pas aller vite, il faut prendre son temps, ou à l'inverse, il faut aller très vite, etc. Et moi, je pense que pour faire un dirigeant, c'est à la fois d'être confronté à toutes ces situations et la capacité qu'on a à en apprendre et finalement à comprendre qu'on a un style, que ce style, il est parfois adapté, parfois pas adapté,
qu'on ne peut pas tout avoir, on peut travailler certains côtés, mais que notre boulot, c'est de mettre en place un écosystème qui réunit l'ensemble des palettes des compétences nécessaires pour diriger. Tu ne réagis pas dans une cyberattaque où il faut aller très très vite. Et quand tu fais une acquisition, tu peux te donner un peu plus. Parfois, il faut 6 mois de travail. Il y a des moments, il faut décider. Il y a des moments, il faut surtout laisser décider les équipes. Et comme il n'y a pas de vérité et que ce n'est que l'adaptation d'une façon de faire à une situation, je pense qu'il faut comprendre comment on fonctionne, comprendre de ses erreurs pour dire qu'est-ce que j'ai envie d'acquérir, et surtout après de se dire ce que je n'arriverai pas à acquérir, comment je vais le chercher chez d'autres personnes. Comment je m'entoure. Ouais. Voilà, comment je m'entoure. Et ça, je pense que c'est très Manutan. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours trouvé une humilité très très forte dans la famille, les fondateurs. Moi, je me sentais toujours, quand j'avais dit à Jean-Pierre Guichard, la première fois que je l'ai rencontré, comment vous avez réussi, il m'a dit j'ai eu de la chance. Mais c'était sincère, c'est-à-dire que c'était de dire, bon, déjà, ok, il m'avait dit, j'ai eu une bonne idée, on a eu une bonne idée, mais ça a été au bon moment. 10 ans avant, ça aurait peut-être pas marché, 10 ans après, c'était trop tard. Et donc, je pense que c'est aussi chez Manutan, de dire, c'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on sait tout. 2, les succès passés ne définissent pas les succès futurs. 3, travaille à t'améliorer, réfléchis, prends du recul, sois transparent. Il n'y a pas de problème à se tromper et il n'y a pas de problème à dire, là, j'y arrive pas. Et soit collectif, c'est-à-dire vois dans l'autre tout ce que toi tu n'es pas. Et donc ça, je pense que c'est assez fort chez Manutan. T'as des doutes? Oui, moi ça m'arrive de douter. Moi ça m'arrive surtout, si tu veux, de dire quand la décision est prise, est-ce que on a bien regardé à 360 degrés les conséquences? Est-ce que j'ai trop entraîné par mon énergie tout le monde? Est-ce que j'ai suffisamment écouté? Et donc, est-ce qu'on est prêt dans l'exécution? Donc oui, en fait, moi je pense que chaque décision, enfin, des décisions importantes, elle comporte son lot de doutes. Et la question, c'est comment, par le collectif, par le questionnement. Moi, souvent, je me pose la question, est-ce que j'ai assez questionné? C'est-à-dire, moi, j'ai tendance à beaucoup parler quand même. Et donc, j'essaye avec l'âge de me dire, mais est-ce que tu as posé toutes les questions? Ou est-ce que tu es parti dans ton truc pendant 10 minutes où tout le monde, comme tu es le chef, a dit, ouais, c'est vachement bien. Donc j'essaye vraiment c'est le doute que j'ai souvent maintenant, et c'est en ça que j'aime beaucoup travailler avec Xavier, c'est que comme on a des angles de vue assez différents, lui, parfois il voit des trucs, je me dis, ah ouais, mais il a complètement raison. Donc moi je sais que j'ai des angles morts. Donc c'est de la force quand il faut aller très vite, quand il faut entraîner, parce que voilà, mais je peux avoir vraiment des angles morts, et dans les erreurs que j'ai faites, c'est souvent des angles morts. Alors soit que j'ai pas voulu voir, soit que je n'ai pas vu. Et donc le doute, il est tout le temps là-dessus chez moi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai laissé des angles morts? Est-ce qu'on a suffisamment parlé? Et parfois, est-ce que j'ai osé dire, quand c'est avec Xavier, est-ce que j'ai osé dire ça parce que je ne suis pas certain que c'est la bonne décision. Et donc, le doute, il vient vraiment de la façon dont j'ai été partie prenante dans la décision. Je conserverai cette phrase, tu vois, je sais que j'ai des angles morts, et du coup, le fait de le savoir, ça te permet d'améliorer ta prise de décision. Ouais, et tu vois, avec l'âge, très sincèrement, ça ne me pose pas de problème en plus. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, ça m'irritait de penser que j'avais des angles morts, mais plus je vieillis, plus je me dis, d'abord, heureusement, parce que ce n'est que le côté positif de qui je suis. Et puis d'un autre côté, je pense qu'on ne peut pas tout le temps il faut progresser, mais on ne peut pas tout le temps être en zone d'effort. On ne peut pas tout le temps être à l'inverse de qui on est. Donc avec l'âge, je me dis, de toute façon, mon travail, notre travail, c'est de s'entourer de personnes, de décider en collectif. Et donc, tu vois, par rapport à la motivation dont je te parlais initialement, qui était ma contribution, c'est moins le cas maintenant. C'est-à-dire que je me dis moins, est-ce que c'est moi qui ai eu la bonne idée? J'essaye de me dire, attends, est-ce que l'entreprise a eu la bonne idée? Donc voilà, quand je repère que je suis en train de me défendre parce qu'il va falloir savoir qui a eu la bonne idée, avec là, je repère, attends, tu te trompes complètement de combat. Le vrai truc, c'est est-ce qu'on a eu la bonne idée ensemble? Ouais. Donc c'est un peu le côté aussi limitant parfois de avoir toujours besoin de comprendre sa contribution. C'est que du coup, parfois, c'est ce qui compte, ça devient ta contribution et plus le pourquoi. Donc, et moi, je trouve ça normal d'avoir des angles morts. Et franchement, heureusement, parce que sinon, je pense que c'est invivable. Tu penses que ton leadership a évolué depuis que tu as ces fonctions? J'espère. Moi, j'espère qu'il est plus dans le questionnement. C'est-à-dire qu'il est plus plutôt que de donner la réponse, d'essayer de faire émerger et d'essayer de poser les bonnes questions. J'espère qu'il est plus fondé sur la donnée. J'essaie beaucoup plus maintenant de me dire, OK, l'intuition, c'est une chose. Mais est-ce que tu l'as confronté à la donnée? Parce que je suis plutôt de nature intuitive. J'essaye aussi d'être plus explicite. C'est-à-dire que je pense que j'ai bien travaillé quand on fait aujourd'hui des feedbacks, de bien préciser en fait ce que je veux dire et d'avoir un peu éliminé toutes les scories et essayer d'aller
au plus vite, mais en étant respectueux. C'est-à-dire, je pense que soit je disais pas, soit je pouvais être assez cassant à un moment donné. Donc j'essaye d'être beaucoup plus clair, bien préparé. Donc ça, je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai progressé. Et puis le collectif, c'est-à-dire que c'est une chose, si tu veux, d'entraîner un collectif, c'est une chose de faire partie d'un collectif. Moi, je pense que j'ai été assez bon à entraîner un collectif. Je savais moins me mettre dans un collectif parfois. Et c'est vrai que j'essaye dans notre équipe de direction vraiment parfois de dire attends, là tu es dans le collectif, donc ta voix elle va compter comme les autres. Parce qu'il y a des moments, donc oui, nécessairement, je pense, j'espère, alors peut-être que les équipes diraient non, mais je pense quand même, et je pense être un peu plus patient. Est-ce que tu penses que voilà, ça fait aussi partie du rôle du dirigeant, de se tourner vers l'extérieur et dans une communauté? Alors sur le pourquoi, moi j'ai grandi dans une ETI, et je trouvais que ce qui était beau dans nos ETI, des Manutans, mais de ce que je pouvais voir à côté, c'était ces parcours de carrière qui cassaient un peu le déterminisme social. En fait, moi, je déteste le déterminisme social. C'est-à-dire que je trouve que c'est complètement injuste aujourd'hui. Et je me souviens quand je passais des entretiens dans les grands groupes, on me disait mais oui, mais les decks, ah bah non, nous on s'arrêtait à l'ESCP, ah mais vous n'avez pas fait un stage là-dedans. Ça m'a toujours... j'ai toujours trouvé qu'en France, il y avait un côté caste et que je voyais pas pourquoi, à 18 ans ou 20 ans, tu peux ne pas aimer l'école mais être très bon, etc. Et nos ETI, et je l'ai vu chez Manutan, et je l'ai vu après dans plein d'ETI, on offre des parcours professionnels hyper variés, hyper riches. Et on sait parfois même plus les diplômes des uns des autres. Et moi, j'ai jamais compris ces boîtes où il fallait être X-Pont pour diriger. Enfin, ça m'a toujours paru complètement... Enfin, ce que tu as fait à 20 ans ne détermine pas ta qualité à 40 ans, etc. Donc j'ai été assez convaincu de ce modèle ETI. Ensuite, d'autre part, si tu veux, j'avais lu un article dans Les Échos en 2016 qui disait les ETI sont les premières créatrices d'emplois. Parce que pour la première fois, dans cette étude de l'INSEE, les PME avaient été rattachées à leur maison mère. Et donc, on s'est rendu compte qu'on surpondérait le poids des PME dans les créations d'emplois, qu'on sous-estimait les ETI. Et les ETI, sur la période 2009-2016, avaient été la seule catégorie qui avait créé de l'emploi net. Et ça, cet article m'avait quand même... je t'ai dit, mais c'est quand même incroyable, cette catégorie qui crée de l'emploi net et beaucoup moins reconnue que les startups ou les PME ou les grands groupes. Et donc, j'ai rencontré le métier à ce moment-là, où j'étais dans cette réflexion. Et quand j'ai rencontré les dirigeants du métier, je retrouvais vraiment les valeurs de Manutan. Et si tu veux, cette gestion des rythmes, court, moyen, long terme, qui pour moi est fondamentale dans la gestion d'une entreprise. Donc le fait de dire pragmatique à court terme, mais je sais aussi ne pas sacrifier le court terme pour le long terme. Donc j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ces valeurs d'endroits où socialement on pouvait se développer. J'ai retrouvé aussi ces valeurs d'engagement territorial. Et donc, je me suis retrouvé tout de suite dans ce mouvement. Et le métier, le mouvement est, je trouve, à l'image de beaucoup des ETI, c'est un mouvement très simple, sans politique, et où 100% est passé sur la gestion de la cause et pas en interne. Et moi, dans les 2-3 trucs que j'avais eu avant, je me dis, si c'est pour être dans un mouvement où tu passes la moitié de ton temps en politique interne pour se placer, bon, j'ai déjà pas mal. Donc, il fallait que ce soit un mouvement utile. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une adhésion très forte entre qui je suis et ce que le métier avait à proposer. Qu'est-ce qui, pour toi, en tant que dirigeant de TI, où sont les 2-3 combats des prochaines années? En fait, je pense que nos combats de fond, comme tu l'as dit, donc la transmission, expliquer qu'une entreprise qui se transmet, c'est une entreprise qui reste en France. Les taxes de production, expliquer que le produire en France doit passer par la compétitivité. La simplification, en fait, tout ça, pour moi, si tu veux, ça rentre dans un combat qui est de dire comment les entreprises réussissent leur transformation économique, leur transformation environnementale, tout en créant du social. C'est-à-dire, moi, je suis convaincu qu'il y a trois pattes. Si une décroche, c'est la catastrophe. On le voit, c'est-à-dire que la transition environnementale, si socialement ça ne fonctionne pas, elle est vite oubliée. Et on voit la crise des Gilets jaunes, c'était la taxe essence. Tout le monde dit qu'il faut que l'essence coûte plus cher. Donc, à la fois, si on fait que du social, plus d'environnemental, on connaît le problème. Et puis, sans économie, de toute façon, on ne gère pas cette transition. Donc, il faut qu'on arrive à créer une mutation de la société en gardant un équilibre dans ces 3 piliers. Ça, mais j'en suis intimement convaincu. Ou alors, ça veut dire que tu es tellement au pied du mur que tu en sacrifies un. Et je pense qu'aujourd'hui, se trompent tous ceux qui veulent être trop radicaux d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire la radicalité économique, elle mène au désastre. La radicalité environnementale, elle n'est pas soutenable. La radicalité sociale, elle ne crée pas de croissance économique. Et donc, nos combats,
en fait, ils peuvent pour moi se résumer dans ce combat-là. C'est-à-dire, je pense qu'on est convaincus tous, et que c'est pour ça qu'on aime le modèle ETI, cette capacité qu'on a à penser à long terme, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit se transformer de façon environnementale, on sait qu'on doit être compétitif économique, on sait qu'on doit amener nos collaborateurs. Quand on se bat pour la simplification, pourquoi on se bat pour la simplification? Parce qu'aujourd'hui, tout le temps que tu passes à faire des choses très compliquées administratives, c'est du temps que tu passes pas à ta transformation environnementale. Quand aujourd'hui tu crées un hub et que la CSRD te coûte autant que la création de ton hub, c'est naturel de se poser la question, mais est-ce que ça a besoin d'être aussi compliqué? Et donc la simplification, elle est faite pour libérer de l'énergie. Et cette énergie, il faut la mettre dans le social, dans le développement économique, etc. Et donc, pour moi, les combats qu'on mène au métier, ils sont focalisés parce qu'on ne veut pas partir dans tous les sens, mais ils servent cette cause qui, je pense, et ayant comme toi rencontré beaucoup de dirigeants d'ETI, est vraiment dans l'ADN du dirigeant d'ETI. Le dirigeant d'ETI, il n'oppose pas l'environnemental, le social, l'économique, parce qu'au quotidien, il sait qu'il doit faire les trois. Et il sait qu'il ne peut pas faire un des piliers sans les deux autres. Et donc nos combats, ils sont de dire, soyons compétitifs, réfléchissons à long terme, faisons ensemble qu'on fasse la transformation environnementale, mais restons très pragmatiques sur le cadre législatif dans lequel on fait. Attention à ce que l'administratif ne prenne pas le pied sur le productif, c'est-à-dire l'argent qu'on va mettre dans nos décarbonations. Et donc je pense que c'est vraiment l'enjeu majeur. Tu as senti, notamment dans l'écoute des pouvoirs publics, comment a évolué la situation? Bon, d'abord, moi, je me suis impliqué il y a 7 ans, donc je suis arrivé après des années de combat. Donc, notamment, le métier avait tenu les Dutreil, parce que bon, on avait autant d'ETI que les Allemands dans les années 80, sauf que transmettre une entreprise était tellement cher qu'on a eu 2000 ETI qui ont été vendus, et on sait qu'une ETI vendue, notamment un groupe étranger, dans les 10 ans, elle disparaît. Donc, pareil, la transmission, c'est pas un sujet idéologique, c'est pas de savoir s'il faut aider les riches ou pas. La question, c'est qui possède une entreprise et quel est le meilleur véhicule pour permettre à une entreprise de créer de la richesse. Donc ça a été le premier combat du métier. Le deuxième, c'était la création de la catégorie ETI. Et le travail de fond sur les textes de production. C'est vrai qu'en 2017, il y a eu une nouvelle écoute. Alors cette nouvelle écoute, moi je l'ai vue de deux aspects. Un, ça a été quand même une politique de l'offre, donc a consisté à dire on vous entend sur les taxes de production. Oui, c'est vrai que si le Made in France est trop cher, on n'arrivera pas à en conserver. Pareil sur la transmission, de dire oui, il faut que les entreprises soient maintenues. Et après, moi j'ai aussi vu la crise des Gilets jaunes et j'ai vu une inflexion du regard, parce que la crise des Gilets jaunes a entraîné, je pense, cette compréhension que la désindustrialisation avait créé des déserts territoriaux. D'une part parce que l'usine, c'est de l'emploi pour tout le monde, parce que l'usine, c'est un endroit où l'ingénieur, l'ouvrier, tout le monde se rencontre, donc c'est un vrai endroit social, enfin en réalité, l'usine. Troisièmement, parce que tu as des territoires aujourd'hui où il n'y a plus d'entreprise et où l'employeur numéro un, c'est les hôpitaux, etc. Et donc, je pense qu'il y a eu cette compréhension de dire, mais en fait, réindustrialiser, c'est pas uniquement la puissance économique du pays, c'est aussi créer du lien social et donc faire en sorte que les territoires ne se fracturent pas. Donc il y a eu cette accélération et cette écoute, je pense, encore amplifiée par la crise des Gilets jaunes. Et c'est vrai que quand on est venu à l'Élysée pour proposer le plan Nation ETI, je pense que la différence aussi, c'est que les politiques, à leur décharge, ils sont en phase 2 de gens qui ne font que réclamer. Tout le temps réclamer, je veux ça, pourquoi j'ai pas ça. Puis alors c'est les mêmes qui réclament, qui disent après l'État coûte trop cher, donc je pense qu'il y a une certaine schizophrénie. Et l'esprit du métier, c'est un esprit de dire qu'est-ce que je peux aussi faire pour vous. C'est-à-dire que moi, donc quand on est arrivé à l'Élysée, je me souviens toujours, on avait une réunion où on nous avait dit bon, quelles sont un peu vos revendications, parce qu'on a déjà entendu, il n'y en a aucune. Nous en fait, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que les ETI, on veut réindustrialiser, les ETI sont à 34% industriels, la réindustrialisation passera par les ETI, on est dans les territoires, donc on est une des solutions de l'équation. Vous avez fait plein de choses, vous, depuis 18 mois, et il faut que le patronat soutienne, et donc c'est une sorte de partenariat où vous nous mettez en avant, on crée le plan de Nation ETI, nous on vous fait remonter ce qui est bien, c'est-à-dire que les politiques ont très très peu de remontées sur ce qu'ils ont fait de bien, quasiment jamais. Donc on leur a dit, non mais c'est vrai, si tu veux. Donc on leur a dit, par exemple, grâce à la fusion des instances représentatives, voilà le nombre de jours que vous nous avez fait gagner, etc. Et donc ça a débouché sur ce plan Nation ETI et qui a créé une fabuleuse énergie parce que ça nous a permis de développer nos clubs, etc. Est-ce que toi, tu arrives à te conserver vraiment des moments de break ou est-ce qu'en final, on est dirigeant 24 heures sur 24 Ouais, moi c'est comme toi. Je pense que j'arrive à me créer des moments de bulle. Alors je sais que toi, c'est la montagne, moi c'est la musique. Ouais. C'est-à-dire que quand je vais jouer 2 heures de guitare, je sais que c'est 2 heures où
je vais être... Tu penseras pas... Voilà, je vais être ailleurs. Bon, la lecture, ou après, tu vois, 10 jours de vacances, au 4e jour, je commence à vraiment profiter. Donc, j'arrive plus maintenant à me créer des moments de bulle, c'est-à-dire des moments où je sais que pendant 2 heures, j'ai fait travailler autre chose, j'ai été sur un autre plan. Mais dans un continuum, quoi, tu vois, c'est pas quelque chose que je vois, donc c'est dans un continuum. Bon, de la même façon que parfois tu es au boulot et puis tu as un sujet perso à régler, et puis c'est ce sujet-là qui pendant une semaine va te prendre le plus ton état d'esprit parce que c'est un sujet familial et que. Donc voilà, mais j'arrive plus quand même maintenant avec l'âge à créer des bulles, c'est-à-dire des moments où je suis sorti ailleurs et notamment, moi j'ai beaucoup pris du temps à comprendre qu'il fallait que ce soit des choses que je fasse avec les mains, etc. En fait, d'arrêter de faire travailler la tête, quoi. T'as besoin d'aller chercher de l'inspiration à l'extérieur? Ouais, énormément. Alors, j'avais lu une interview dans le Harvard Business Review du patron de Procter des années 2000, s'appelait Leify, je crois, et qui avait dit le rôle du dirigeant, c'est d'amener l'extérieur à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est vrai que j'y crois beaucoup. C'est-à-dire, comme on est un peu là pour faire de la transformation et donc apporter un peu de perturbation au système, mine de rien, c'est que on n'est pas là uniquement pour que la machine tourne, mais nous on dit ouais, mais elle tourne, mais elle pourrait tourner un peu mieux, puis il faut qu'elle tourne différemment. Et donc comment est-ce qu'on fait pour qu'elle continue de bien tourner voilà, aussi, quoi. Elle doit continuer à tourner, mais et du coup on sait que pour qu'elle continue à tourner, c'est le paradoxe, c'est qu'il faut apporter un peu de perturbation de la transformation des acquisitions, etc. Là où et donc l'extérieur, oui, moi j'ai vraiment besoin. Donc le métier, ça a été l'occasion de rencontrer des patrons de TI. Moi j'aime beaucoup lire. Beaucoup lire, des podcasts. Alors, je suis convaincu aussi de ce que j'ai compris du fonctionnement du cerveau, c'est que là où il y a un continuum, c'est que l'inconscient travaille en permanence. Et je suis très convaincu que tu vas avoir une belle expo d'art, ça va te servir parfois par une décision dans l'entreprise. Moi, je suis très convaincu qu'il y a un continuum dans la façon dont on réfléchit, dont on agit. Et qu'en fait, comme tu formes un tout, de la même façon, ce que tu apprends dans l'entreprise, tu vois, moi, quand je fais de la guitare, je travaille différemment qu'à 20 ans parce que j'ai appris des trucs dans l'entreprise. Donc, je suis assez convaincu qu'il faut alterner ces moments internes et externes parce qu'ils sont extrêmement... Ils se nourrissent. Ils se nourrissent. Il y a des moments... Voilà, puis après, tu as des phases où il faut être beaucoup à l'intérieur de la boîte parce que la boîte a besoin que tu sois là. Il y a des phases où tu peux te permettre d'être un peu plus dehors. Donc, je pense que c'est aussi notre job de dirigeant... De bien régler ça pour ne pas se laisser happer tout le temps par l'interne, mais on ne peut pas non plus être happé par l'externe. Mais je pense que cet équilibre-là, il est important, mais il est important parce qu'on est plus performant et donc on rend son entreprise plus performante. La date de péremption des dirigeants, tu vois, quelle est ta perception là-dessus? Moi, ma perception, c'est que je pense que c'est une perception, enfin c'est quelque chose qui vaut pour le dirigeant, mais qui vaut pour la vie en général, c'est quelle est ta place, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que nécessairement la place change. Je ne sais pas s'il y a une durée de péremption. En tout cas, toi et moi, comme on dirige aujourd'hui l'énergie qu'on y met, probablement que dans 10 ans, si on veut, ce serait illusoire de maintenir ça. En revanche, on peut prendre une autre place dans 10 ans. Et je pense que c'est comme dans la famille, quoi. Ta place doit évoluer. On doit laisser la place aux nouvelles générations, mais on a d'autres choses à apporter. Et donc, c'est pas toujours possible, mais moi, je pense qu'il faut que le métier de dirigeant évolue et qu'on prenne une autre place si c'est possible. Ça peut être une place un peu plus non exec, mais on apporte autre chose, etc. Donc je ne sais pas s'il y a une durée de péremption dans l'absolu. Je pense qu'il y a une durée de péremption de ce qu'on fait à l'instant T. Mais dans l'absolu, je pense qu'on peut, si c'est possible, en fonction de la gouvernance et tout, c'est pas toujours possible. Mais par contre, c'est illusoire de se dire qu'effectivement, toi, moi, quand je vois l'IA arriver, c'est totalement illusoire que dans 10 ans, c'est moi qui apporte l'innovation. Donc il faut qu'une génération vienne transformer le modèle comme moi je l'ai fait à l'époque d'Internet et qu'ils nous disent non mais vous n'avez rien compris. Par contre je pense qu'on aura compris des choses dont ils auront besoin. Et donc moi je crois beaucoup au fait qu'on doit tous réfléchir à notre place. Mais comme quand tu es père d'enfants de 10 ans et père d'enfants de 30 ans, tu n'as plus la même place, quoi. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que s'accrocher à sa place. Mais par contre, on a tous besoin d'avoir une place. Et que ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir à titre personnel, qu'on doit avoir pour l'entreprise. Et je crois que c'est un sujet, si tu veux, dont nous, on va devoir s'emparer pour nos dirigeants aussi. C'est-à-dire que tu as un dirigeant qui a 53 ans, il reste 14 ans à travailler. Est-ce que l'entreprise dit, dans 3 ans, excuse-moi, mais date de... Donc, il y a le discours qu'on doit avoir et dire à l'individu, il faut que tu continues à te développer. Mais est-ce qu'on est capable d'offrir d'autres places, tu vois, qui peuvent être des places parfois à mi-temps, d'autres types de places? Et si on arrivait à faire ça, je pense qu'on créerait un écosystème très riche. Et je pense que c'est un sujet, on vit de plus en plus longtemps, on doit travailler de plus en plus longtemps. Et donc, je pense que ta question, elle est...
pour moi, elle est fondamentale. Le rôle évolue. Enfin, je pense qu'aucun dirigeant n'est dans une phase où tout est vanille, il y a une transformation. Enfin, je pense que... Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut aussi réfléchir à ce que c'est que la performance. C'est-à-dire que je pense qu'on sera moins performant dans 5 ans sur des sujets où on est performant aujourd'hui, parce qu'on n'aura peut-être plus envie. Mais je pense qu'on peut être plus performant sur d'autres sujets sur lesquels aujourd'hui on est en apprentissage. Et donc je pense que c'est aussi comment tu fais évoluer ta notion de performance et où tu la places. Parce que de facto, il y a des sujets, c'est comme un sportif, il y a des sujets, on sera performant. Puis moi, quand je vois mes enfants, l'univers dans lequel ils ont grandi, forcément, il faut qu'ils arrivent avec ça dans l'entreprise. Et forcément, je serai décalé. Et forcément, à un moment donné, je ne vais pas comprendre. Mais par contre, je pense que ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut préparer les générations. Il faut faire monter des jeunes. Et en même temps, chacun trouver sa place, trouver une autre place. Et j'en suis sûr qu'il y en a. Moi, je suis convaincu. Est-ce que tu as eu un mentor ou quelqu'un qui t'a vraiment marqué dans ta carrière et à qui... Alors écoute, moi, j'ai eu 2 personnes qui m'ont marqué. Une que j'ai rencontrée, une que je n'ai pas rencontrée. C'est intéressant. Celle que j'ai rencontrée, donc Jean-Pierre Guichard, fondateur de Manutan, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et qui m'a vraiment permis d'être moi-même dans l'entreprise. Et je pense qu'il m'a appris aussi à relativiser l'échec comme le succès, enfin, certaine humilité. Je pense que j'ai beaucoup appris. Je pense que j'ai beaucoup appris. Je pense que j'aurais été assez différent si je ne l'avais pas rencontré. Alors après, rien à voir, totalement opposé. J'avais un bouquin, moi, qui m'a énormément appris. C'était le bouquin de Jack Welch qui s'appelait Straight from the Guts. En fait, Jack Welch, c'était l'ancien président de GE. Alors bon, qui est pas le gars le plus marrant du monde et pas le plus grand humaniste, mais par contre qui a complètement révolutionné la vision de l'entreprise en disant l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes et c'est ça qui compte, etc. Alors à l'américaine, mais ce livre m'a vraiment transformé. Je l'avais lu, je devais avoir 25-26 ans. Je me suis toujours beaucoup référé pour les côtés auxquels j'adhérais, moins sur les côtés sur lesquels j'adhérais pas. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'exécution. C'est-à-dire que l'idée, c'est une chose, mais que la mise en œuvre... Donc moi, je pense que j'ai aussi progressé sur l'exécution. Toi, je venais plus d'un monde d'idées. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc là, c'est 2... alors une que je connais, une que je connais pas. Après, moi, j'ai plein de gens, tu vois, comme j'aime la musique, quelqu'un comme Bruce Springsteen m'a toujours beaucoup inspiré dans sa capacité à se renouveler. Après, j'ai travaillé avec Xavier, ça m'inspire. Donc, en fait, j'essaye quand même d'être inspiré par pas mal de personnes. Mais on va dire, si tu as 2 figures tutélaires, une que j'ai connue, une que j'ai pas connue, et qui, je pense, chacune faisait appel à une partie de ma personnalité et m'ont permis de faire une certaine synthèse. Pas totalement finie, mais... Merci beaucoup Pierre-Olivier, Merci. Je crois que le temps est passé, c'est très sympa à toi d'avoir accepté l'invitation, je pense que ce sera un épisode très inspirant, donc merci, bonne chance à Manutan et je te souhaite le meilleur. Et puis pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.